Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Henri-Michel Rosenblum, le délégué général d'Eurocloud France, et j'ai le plaisir d'ouvrir ce webinaire que va animer Christian Sayek, qui est l'un des dirigeants fondateurs de l'entreprise Cloud Netcare. Il aura l'occasion de se présenter, lui et son entreprise, tout à l'heure. Ça nous a paru extrêmement important d'aborder un sujet qui n'était pas au centre de nos préoccupations peut-être jusqu'à présent, mais étant donné la part énorme que constitue le SaaS et les éditeurs logiciels dans le cloud computing, et en particulier dans les adhérents membres d'Eurocloud, on ne voyait pas quand même pas parler de développement logiciel, de qualité du développement logiciel, et donc de tests sur la qualité de tous ces développements logiciels. Et donc, je vais tout simplement laisser la parole à Christian. Sur le plan pratique, je vous propose d'écouter ce qu'a nous proposé Christian et sa vision de ces projets d'automatisation de tests, et de réserver plutôt vos questions et les réponses qu'il pourra y apporter, le dialogue qu'on pourra avoir ensemble à la fin, c'est-à-dire autour d'ici une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure. Il vous est aussi possible de proposer vos questions en utilisant le chat de l'application Zoom. Christian, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Henri-Michel. Merci bien sûr à Eurocloud et à toi d'organiser ce webinaire, à toutes les personnes qui prennent le temps, et j'espère que ça sera bénéfique, d'y participer. Donc Christian Sayek, comme a dit Henri-Michel, effectivement, je suis un des 3 cofondateurs de Cloud Netcare. J'y reviendrai à la fin si on a un petit peu de temps. Également pour vous décrire, ne serait-ce que par respect, qui on est et ce qu'on fait, sachant que ce n'est pas l'objectif premier, bien sûr, de ce webinaire. Donc, en préambule, je voudrais vous dire déjà ce que vous ne trouverez pas dans ce webinaire. J'espère que personne ne partira, mais en l'occurrence, voilà, le but, ce n'est pas de faire de la théorie, ce n'est pas non plus de vous présenter la liste des normes dans le domaine effectivement du test et de la qualité logicielle. J'ai vu qu'il y avait bon nombre de personnes qui étaient dans ce domaine-là et qui en savent, à mon avis, autant que moi, si ce n'est plus. Ce n'est pas non plus un cours. Hein, je n'ai pas cette intention du tout. D'abord, je ne suis pas professeur. Et puis ensuite, effectivement, ce n'est pas le but de faire un cours magistral sur la partie qualité logicielle. Vous en connaissez aussi très bien les rouages. Je n'ai pas non plus prévu de faire à l'après-vert la liste des outils qui permettent justement de mettre en œuvre un projet d'automatisation de test. Vous savez aussi bien chercher que moi et vous avez sûrement déjà dans vos entreprises effectué ce type de travail, ou alors vous allez le faire. Il n'y a pas de démonstration non plus prévue. Vous verrez à la fin, si j'ai le temps, puisque dans un éditeur de logiciel, on a de l'outillage, mais ce n'est pas le but du tout de faire ce type de démarche. Vous allez me dire, alors qu'est-ce qu'on va voir? En fait, l'objectif premier, c'est effectivement de vous partager via des retours d'expérience personnelle, puisque je suis peut-être le plus vieux de l'auditoire. Donc, à ce titre, j'ai quand même pas mal de background, mais aussi au travers effectivement d'expériences qu'on a pu collecter, des use cases des sociétés avec lesquelles on collabore, et qui m'ont permis de synthétiser cette présentation sur l'objectif, j'espère, qui vous permettra d'avoir quelques clés pour réussir votre projet d'automatisation de test. Alors, rapidement, j'introduis quand même. Michel a indiqué tout à l'heure, effectivement, que la partie test logiciel, ça reste sur l'aspect qualité logicielle. D'où ça vient, tout ça? Donc, ce sont des sources du CNRS. Rapidement, il y a eu effectivement une crise de la partie logicielle à la fin des années 60. Et on a ici une remarque de M. Hopkins qui travaillait chez IBM à l'époque, où à chaque release, c'est quand même phénoménal quand j'ai retrouvé ces informations, il y avait grosso modo 1000 erreurs qui étaient implémentées à chaque release. Donc on vient quand même de très loin. Là, on parle des années 69. Donc ça fait 50 ans qu'on a perduré et qu'on a cette crise dans le domaine du logiciel. Et en regard de cette crise, qu'est-ce qui a été mis en œuvre? Alors, je regarde ici parce que j'ai le deuxième écran, mais effectivement, le comité scientifique de l'OTAN, en ce moment on en parle beaucoup d'ailleurs, mais pas la partie scientifique, elle a mis en œuvre la naissance de l'ingénierie logicielle, telle qu'on la connaît aujourd'hui.
et telle qu'on la pratique, je pense, tous dans l'auditoire. En quoi ça consiste, cette ingénierie logicielle? Alors, bien sûr, toute la partie méthodologie, recueil de l'analyse des exigences, cahier des charges et autres, tout ce que vous connaissez, bien sûr, et recueil du besoin client, mais aussi la partie assurance qualité. Je l'ai mise en gras, hein, c'est effectivement la liste de ce que comprend l'ingénierie logicielle, et également tout ce qui est pratique de gestion de projet, parce que l'objectif de ce webinaire, c'est comment mettre en œuvre un projet d'automatisation de test. Et dans cette gestion de projet, la partie gestion de la qualité de la mise en œuvre de ce projet. Donc, voilà la définition de ce qu'est l'ingénierie logicielle, qui y inclut un aspect très important sur l'assurance qualité et la gestion de la qualité. Le constat qui a été fait aujourd'hui, c'est que effectivement, quand on met en œuvre un projet informatique, il y a des ou autres, hein, il y a effectivement des critères qui sont mesurables simplement. Les coûts, les délais, les fonctionnalités. Ça, c'est très simple à quantifier. Et donc, quand on met en œuvre un projet, c'est les éléments principaux qu'on prend en considération. A contrario, la partie qualité logicielle, qui est le quatrième facteur qui détermine effectivement le projet, ce qui peut se caractériser par l'art ou la science de la production du logiciel, cette partie-là est beaucoup plus complexe à mesurer. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on met en œuvre ce type de projet, on va avoir une difficulté pour déterminer qu'est-ce que ça va vraiment apporter en termes financiers que d'implémenter de la qualité logicielle et qui plus est, et c'est le sujet clé, de mettre en œuvre un projet d'automatisation de test pour améliorer la qualité logicielle. Parce que ce qui se passe dans le schéma effectivement intellectuel des responsables, des dirigeants, des financiers ou des patrons d'entreprise, c'est que le fait d'implémenter de la qualité logicielle et d'automatiser des tests pour éviter d'avoir des anomalies et des dysfonctionnements, ça n'a pas un impact quantifiable en termes de business immédiatement. Parce qu'en fait, ce que ça permet de faire, ça permet justement d'éviter de perdre du business parce qu'on met à disposition un outil qui ne va pas fonctionner correctement. Et donc, c'est impossible de déterminer qu'est-ce que ça nous a permis de ne pas perdre. Par exemple, quand on met et on a eu l'occasion de le faire, un logiciel effectivement en production, par exemple d'un site de e-commerce, et qu'on n'a pas suffisamment testé pour toutes les raisons que je vais évoquer tout à l'heure, et que le tunnel d'achat ne fonctionne pas, être capable de savoir combien ça nous a fait perdre, c'est très difficile à déterminer. Donc, c'est moins pris en compte effectivement dans la problématique de la gestion d'un projet et qui plus est un projet informatique. En plus, il faut prendre en compte aussi que cette problématique, elle est différente quand on met en œuvre un projet sur la partie desktop et quand on met également, puisque maintenant c'est fréquemment le cas, un applicatif sur un Google Store ou un Apple Store. Pourquoi? Parce que quand vous déployez une version sur effectivement la partie desktop, s'il y a un bug qui est décelé, vos équipes elles vont intervenir le plus rapidement possible et puis elles vont corriger le problème. Et si à 8 heures du matin, vous avez des remontées terrain avec ce bug, à midi ou dans la journée, vous allez pouvoir mettre en production une nouvelle version, que ça soit en on-premise ou en SaaS, puisque aujourd'hui c'est quand même de plus en plus répandu, et le problème va être corrigé. Soit très bien, vous allez avoir un impact réduit ou minime. Maintenant, si votre application, vous l'avez publiée sur le Google Store ou l'Apple Store, là, le problème, ce n'est pas le même. Parce qu'à moins que vous soyez copain avec le patron de Apple ou de Google, vous allez être mis dans le tunnel d'attente de publication des versions. Et puis, la version, la nouvelle, celle qui fonctionne, va peut-être être mise en ligne dans les heures qui viennent, dans les jours ou dans les semaines. Ce qui veut dire que votre bug, votre dysfonctionnement, il va perdurer tant que vos utilisateurs finaux non seulement n'auront pas eu à disposition les versions sur le Google Store et l'Apple Store,
mais pire encore, tant qu'ils ne l'auront pas remis à jour sur leur smartphone. Donc, vous voyez, les impacts sont considérables. Et dernier point, facteur d'ajustement, pourquoi? Parce que, et vous l'avez tous vécu, hein, et moi le premier, quand j'étais dans les parties développement, le problème, c'est que quand vous mettez en œuvre un projet avec une date de mise sur le marché, vous avez l'équipe marketing, vous avez la direction avec ce fameux time to market, et puis les développements sont faits, les mises en œuvre sont faites, on décèle des dysfonctionnements, des anomalies, on les teste manuellement comme on peut, et quand effectivement on veut mettre en production, eh ben, la partie test, elle s'est réduite comme peau de chagrin, dû égard au fait que dans un projet informatique, il y a toujours des impondérables, et qu'en général, ce qu'on écrase, c'est le temps qui est consacré au test. Donc, pour pouvoir démultiplier la possibilité de réaliser ces tests, la seule solution qui peut être envisageable, c'est justement de mettre en œuvre un projet d'automatisation de test. Bon, rapidement, mais ça vaut pour tous les projets. Qu'est-ce qui fait qu'un projet rate? Voilà, vous avez une liste un peu assez exhaustive et on voit les éléments clés que sont la mauvaise communication, le manque de communication avec la direction. Tout ça, on va le retrouver et on le retrouve aussi dans les projets d'automatisation de tests. Là, on va atteindre effectivement la partie relative au descriptif des conseils sans prétention pour réussir votre projet. Et j'ai récupéré ce slide qui date de 2021-2022 du Comité français des tests logiciels. En fait, aujourd'hui, les techniques d'automatisation des tests les plus utilisées, je les ai entourées, elles sont vraiment sur la partie IHM, sur la partie, ce qu'on appelle les parcours utilisateurs clés, et puis également sur tout ce qui est API. Donc, ça veut dire que ces trois parties sont vraiment les domaines de prédilection qui permettent et qui sont nécessaires aujourd'hui au sein des entreprises pour réussir à mettre en œuvre un projet d'automatisation de tests. Donc, par rapport à vos entreprises et vos secteurs d'activité, si effectivement c'est dans ce contexte-là que vous souhaitez automatiser vos tests, c'est là où le besoin est le plus probant. Et c'est là aussi où justement les retours d'expérience que nous pouvons avoir, nous, au sein de CloudNetCare, s'y attachent le plus, puisque justement, ce sont des systèmes d'automatisation de tests dits end-user ou partie interface machine qui sont les plus souvent mis en œuvre. L'intérêt de la démarche, bon, il y a hors d'objectifs qu'on peut mettre en œuvre. Bon, déjà, le fait qu'on atteigne une démarche vertueuse, si on est à l'aube de la mise en œuvre de tests, que ce soit manuel ou alors on veut passer à ce système d'automatisation de tests, on rentre dans une démarche vertueuse. Et pourquoi elle devient obligatoire? Du égard justement à la fréquence maintenant qui est nécessaire pour la mise à disposition de nouvelles versions pour les clients finaux, pour justement innover, c'est de plus en plus rapide, de plus en plus fréquent. Donc, le temps consacré justement entre les différentes publications et les différentes MEP se réduit. Et à ce titre, comme le temps se réduit, et on va voir ce qu'apporte l'automatisation, la seule solution, c'est d'automatiser pour aller plus vite. Bien sûr, améliorer la satisfaction client. Je dirais, certains vont dire on enfonce une porte ouverte. Oui, mais quand même, parce que c'est fréquemment quelque chose qui n'est pas suffisamment pris en considération. Quelque chose auquel on songe moins, préserver ses équipes. Un projet d'automatisation, c'est aussi derrière des humains. Et en fait, moi qui ai aussi été développeur et testeur, le problème qu'on rencontre quand on collabore avec des entreprises, c'est qu'effectivement, il faut mettre en œuvre des tests. En général, quand c'est pas automatisé, c'est manuel ou semi-manuel. Ça veut dire que vous avez des testeurs qui, à chaque fois qu'il y a une mise en production à faire, font des tests toujours les mêmes, le module de connexion, le tunnel d'achat, la création d'une fiche client, etc. C'est chronophage, c'est fastidieux, c'est long, ça a peu de valeur ajoutée, c'est peu intéressant. Et donc, vous allez vous retrouver confronté à un problème qu'on a dans plein d'entreprises, un problème de turnover. Si en plus vous faites faire des tests ou développez, comme on va le voir, une plateforme d'automatisation de tests à des ingénieurs de développement que vous convertissez en automaticiens,
Ils vont rester 3 mois, ils vont rester 6 mois, et puis effectivement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en avoir assez parce que ce n'est pas pour ça qu'ils ont fait ce cursus, et ils vont partir. Et vous allez être confronté à cette problématique de turnover, où à chaque fois, il faut reformer les gens à votre métier, à votre contexte, et ça a une déperdition très importante sur la je dirais, productivité au sein de votre entreprise. Là aussi, on n'y pense pas souvent, ne plus ralentir les MEP. Parce que vous avez 2 cas de figure. Vous avez ou les entreprises qui, effectivement, font des développements avec la deadline du time to market et, quoi qu'il arrive, mettront en production, quels que soient les résultats des tests qui sont réalisés. Et donc, si ce n'est pas automatisé, les tests manuels. Donc, on va dire que là, sans faire je dirais, de digression, plutôt l'état d'esprit anglo-saxon, hein. Et puis, vous avez effectivement les entreprises qui veulent mettre à disposition des outils qui, effectivement, sont le plus fiables et le plus stable possible. Et dans ce cadre-là, s'il y a des dysfonctionnements qui sont levés, eh ben, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont repousser la mise en production tant qu'elles estimeront qu'on ne peut pas mettre en production une version avec des dysfonctionnements aussi critiques. Et donc, là aussi, si on met un projet et on met en œuvre l'automatisation des tests, on va réussir à réduire ces temps et donc on va éviter de décaler les mises en production. Puis ensuite, réduire les coûts. Là aussi, c'est compliqué à déterminer parce que si au sein de vos entreprises, vous avez 4 testeurs, et si demain, effectivement, vous automatisez vos tests et qu'avec un QA et un automaticien, vous réussissez à faire plus et mieux, ça ne veut pas dire que les testeurs, il faut les virer, ça veut dire qu'ils peuvent justement faire d'autres choses. On est capable de déterminer combien coûtaient les 4 testeurs et combien coûte un QA avec un automaticien, parce qu'on connaît les salaires. Donc, analytiquement, c'est simple à faire. Maintenant, qu'est-ce que ça a permis de rapporter? Parce que, comme on pratiquait de la sorte jusqu'à présent, à chaque MEP, on sortait 15 bugs. Et maintenant qu'on a mis en œuvre un système d'automatisation de tests, on sort des MEP avec en moyenne 3 dysfonctionnements, parce qu'on ne peut pas tout couvrir. Qu'est-ce que ça a permis de ne pas perdre comme argent? Très difficile à déterminer. Et qui plus est, au-delà de la partie financière, la crédibilité de votre entreprise. Puisque vous savez aussi bien que moi, quand vous publiez des versions avec des anomalies ou des dysfonctionnements, les scuds de retour par les réseaux sociaux et par le support, vous en avez quand même pas mal. Et les annotations que vous avez sur Google avec les étoiles qui vont bien sur votre outil, ça aussi, ça a un impact très important. Et puis, au bout du bout, ça permet effectivement pour les entreprises dans le domaine privé d'augmenter le chiffre d'affaires, pour les autres, d'améliorer leur image. Alors, maintenant qu'on est dans ce schéma de prise en compte qu'on doit automatiser, et que donc pour automatiser, il faut de l'outillage, on arrive quand même au cœur du problème. Effectivement, l'automatisation, ça consiste en quoi? Ça consiste à mettre en œuvre des robots qui vont en lieu et place des êtres humains exécuter les tests sur les cibles que sont les navigateurs, les smartphones, ceux avec des jeux de données spécifiques, effectivement. Alors, pour déterminer l'outillage à utiliser, il est impératif d'abord prendre en considération le comportement de cet outillage. Le but premier de l'automatisation des tests, c'est de réussir à paralléliser. C'est-à-dire, effectivement, simple à comprendre, si vous avez un patrimoine de tests avec 100 scénarios, le but de l'automatisation, c'est de faire en sorte que les robots ils puissent paralléliser l'exécution de ces 100 scénarios, si tant est que ça soit possible. Bien sûr, il y a des scénarios qui sont imbriqués, mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Et donc, le premier critère à prendre en compte, c'est la parallélisation possible de l'exécution de ces tests. Le deuxième paramètre à prendre en considération, effectivement, c'est tout ce qui est segmentation des devices, puisque les applications, que ce soit mobile ou desktop, s'exécutent sur des environnements différents, techniques. Il faut être capable de les tester. Alors, bien sûr, pas tous les tester. Il y a des milieux de téléphone, il y a des dizaines des navigateurs, peut-être pas des dizaines, mais au moins il y a des versions très importantes à prendre en compte. Donc, ça dépend bien sûr de la manière dont vos utilisateurs pratiquent sur leur outillage. Et ça, vous avez les retours, vous, via des outils qui vous permettent de savoir
qui sont les utilisateurs et quels outils et quels téléphones ils utilisent. Je prendrai quelques exemples, mais on a eu l'occasion effectivement d'automatiser des tests sur les versions N et les versions N-1 de divers navigateurs. Là aussi, les robots, eux, ils partent de versions vierges. Nos robots avaient détecté un problème avec une version de Chrome. On l'a fait valoir auprès de la société pour laquelle on collaborait. De leur côté, ils ont réexécuté ça manuellement sur leur ordinateur où il y avait les cookies, tout était en place, leur environnement de développement. Ils nous ont répondu, monsieur, vous êtes gentil, mais bon, nous, ça marche, hein, donc votre truc, il ne marche pas. Ils ont publié. Et puis, ce qui devait arriver arriva, puisque le robot, c'est reproductible. Il avait détecté ce dysfonctionnement, donc le dysfonctionnement en production, il est arrivé, et c'était juste la commande des téléphones qui ne marchait plus, quoi. Bon, une paille. Donc, globalement, là aussi, c'est très important de pouvoir, non pas de vouloir tout, mais une partie qui est celle de vos clients. Puis, ça aussi, c'est un point clé. L'outil que vous allez sélectionner ou que vous allez faire, il faut vraiment que dans la stratégie des faux positifs et des faux négatifs, vous y attachez une importance fondamentale parce que fréquemment, on se trouve confronté à la problématique justement de ces faux positifs qui font qu'on met en œuvre un système qui permet d'automatiser pour aller plus vite et mieux. Le problème, c'est que si ce système vous relève des défauts qui effectivement n'en sont pas, dû égard à un mauvais fonctionnement, vous allez passer plus de temps à ensuite essayer de comprendre le défaut qui a été relevé et qui n'en est pas, que réellement à prendre la valeur ajoutée de l'automatisation qui consiste à faire remonter des dysfonctionnements et que ces dysfonctionnements puissent être pris en compte le plus vite possible. Donc ça aussi, c'est un élément vraiment très important de la recherche ou de la mise en œuvre d'un outil ou d'un projet d'automatisation. Alors, là aussi, avant de commencer, effectivement, il y a les bonnes questions à se poser. Il y en a pléthore. Ça, c'est les 5, je dirais, les plus importantes qu'on a pu nous collecter. La première question, et là aussi, vous allez me dire, OK, mais c'est un classique parce que c'est pour tous les projets, mais je dirais que peut-être encore plus critique pour un projet d'automatisation, qui porte ce projet? Là aussi, je vais vous donner pléthore d'exemples, effectivement, dans les entreprises avec lesquelles on a eu l'occasion d'échanger. On a dernièrement, je dirais le nom des sociétés, mais un lead tech qui vraiment, lui, est certain qu'il faut automatiser les tests parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a le recul. Mais le problème de fond, c'est que dans cette entreprise, le projet, il n'est pas porté par le DSI, il n'est pas porté par le responsable des développements, il n'est pas porté par une personne qui a au moins le pouvoir de décision. Donc, si dans vos entreprises, le projet d'automatisation de test n'est pas porté par une personne qui a le pouvoir de décision, franchement, ne le faites pas, parce que c'est monter l'Everest. Donc, il faut vraiment là avoir le sponsor en interne, peut-être pas celui qui a le chéquier, mais au moins quelqu'un qui a l'oreille du décideur ou de la personne qui a le chéquier pour pouvoir mettre en œuvre ce projet d'automatisation. Ensuite, on rentre plus dans l'aspect opérationnel. Parce que là aussi, effectivement, l'automatisation des tests, ça n'a pas toujours de pertinence et de sens. Et la première question à se poser, c'est la fréquence de vos mises en production. Alors, publication sur les Google Store et Apple Store, probablement moins, puisqu'en général, c'est beaucoup plus fréquent. Mais, et là, paradoxalement, on a les deux opposés. Il y a certains domaines métiers, probablement plus la banque et l'assurance, où ils ne mettent pas en production des versions tous les 3 mois. Ils mettent en production des nouvelles versions conséquentes, plutôt tous les ans, même s'il y a des fixes, bien sûr, intermédiaires. Hein, vous ne méprenez pas. Si on est dans ce schéma-là, et si dans vos entreprises, là, il y a des mises en production conséquentes tous les ans, est-ce que vraiment ça vaut la peine d'automatiser? Il faut se poser la question. Bien sûr, si votre application, il y a 72 parcours ou s'il y en a 595, c'est pas pareil. Si vous en avez pléthore, même si c'est tous les ans, il vaut mieux peut-être tenter de mettre en œuvre l'automatisation des tests. Voilà, c'est à réfléchir. À l'opposé,
Vous avez aussi des entreprises si on est dans ce schéma-là, où tous les jours vous mettez en production, je ne parle pas que de fixe, hein, je parle aussi peut-être toutes les semaines de nouvelles features et autres. Le problème, c'est que si vous mettez en œuvre un système d'automatisation de test, bon, déjà, je me dis, je pense qu'il y a aussi un problème d'organisation. Mais ça veut dire aussi que si vous faites ça, vous allez passer plus de temps à maintenir en condition opérationnelle le patrimoine de tests et de scénarios, c'est-à-dire réadapter les scénarios au fur et à mesure que vous avez les mises en production qui arrivent, que le temps vraiment nécessaire pour pouvoir mettre en place votre projet d'automatisation de test. La durée de vie de votre application aussi. Il y a des applications qui ont une durée de vie relativement courte, peut-être une année. Voilà, est-ce que ça vaut la peine? Électrique, où ils voulaient mettre en œuvre des tests automatisés sur leur disjoncteur différentiel, vous savez, maintenant avec un écran tactile, avec un téléphone pilotable, avec effectivement une puce RFID, il fallait que le téléphone soit à côté, il fallait qu'il y ait une connexion qui soit établie avec du matériel physique. Bon, quand on arrive à ce niveau-là de complexité, est-ce que vraiment on peut mettre en œuvre un système un projet de test automatisé? Preuve en est d'ailleurs, ils l'ont abandonné. Donc voilà, c'est aussi une question à se poser. Puis après, la dernière, mais c'est pour tous les projets, est-ce que vraiment j'ai du temps ou le temps nécessaire pour configurer mon projet d'automatisation de test? Si on vous dit il faut le faire pour le mois prochain, ne le faites pas. Il faut quand même, vitesse et précipitation, ça ne marche pas. Alors les pièges, éviter. D'abord, le premier, c'est de se dire c'est trop compliqué. Là aussi, on a pléthore d'exemples. Oui, mais il faut du matériel, il faut du logiciel, et puis il faut aussi revoir ce qu'on a mis en œuvre jusqu'à aujourd'hui, puis il faut convertir. Non, c'est compliqué si on ne le fait pas comme il se doit. C'est tout. Derrière, il y a une réflexion, il faut être accompagné, il faut avoir des personnes compétentes, et puis il faut le faire, et on va le voir step by step. Alors le pire, ce n'est pas tant ceux qui pensent que c'est compliqué. Le pire, à mes yeux, avec l'expérience, c'est ceux qui pensent que c'est simple. Ah oui, bien sûr, parce que quand on est dans le domaine de l'informatique, et j'y suis, la crème, c'est le développement. Les ingénieurs de développement, ça vraiment, c'est le must. Les testeurs, les automaticiens, ce sont les seconds couteaux, et je parle pour moi. Hein. Et donc, effectivement, voilà, mettre un projet d'automatisation de test, ça va être relativement simple à mettre en œuvre. C'est ni compliqué ni simple, mais il ne faut pas être dans les opposés. Là aussi, c'est très important, quand on veut faire ça, il faut vraiment le considérer comme un projet. Ce n'est pas un truc qu'on fait dans un coin et qui va marcher tout seul. Non, il faut définir effectivement un plan, un planning, une équipe. Il faut structurer pour mettre en œuvre un projet d'automatisation de test. Et j'ai trop souvent rencontré des entreprises. C'est bon, Robert, voilà, ben maintenant tu faisais ça, tu vas faire voilà, on va mettre en œuvre le projet d'automatisation de test. Alors, on a fait venir 2 alternants. Les alternants sont très bien, hein, on en a chez nous aussi. Ça. Mais, et puis, voilà, tu vas mettre en place le. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas possible. Et puis, le fameux mur, alors bon, j'ai mis entre guillemets, hein. Nous, on intervient quasiment 9 fois sur 10. Quand les entreprises, que ce soit dans des tests de charge, ou là on parle de tests de régression ou tests fonctionnels, elles ont mis en production une version avec vraiment une catastrophe à la clé qui a fait perdre de l'argent à l'entreprise ou de la crédibilité. Il y a quasiment le responsable des qualités ou le DSI qui a sauté, et puis à partir de là, il y a une prise de conscience. Non, il ne faut pas attendre ça, il faut le faire avant. Et ça dépend du sponsor dont on parlait tout à l'heure. Alors, la mise en œuvre, plusieurs possibilités pour mettre en œuvre un projet. Il y a un centre de compétences externalisées. Ça veut dire, que ce soit en nearshore ou en offshore, vous faites appel, effectivement, et vous passez un contrat avec une entreprise qui va faire tout ou partie des tests pour vous. Alors, c'est très bien. Il faut savoir qu'il y a quand même quelques revers. Et là aussi, j'ai des exemples.
Le problème de ce système, c'est que ce centre de compétences externalisé, vous avez des personnes qui interviennent pour plusieurs clients, ce qui est normal. Donc, elles ne sont pas là pour acquérir la compétence d'une partie de votre métier. Parce que pour bien tester, il faut quand même comprendre ce qu'on teste. Et à ce titre, c'est du manuel mécanique, quasiment. Donc, ce qu'on a eu comme expérience quand on a été sollicité par une entreprise cliente qui faisait appel à ce centre de compétences, en fait, au bout du bout, ils se rendaient compte que les remontées d'anomalies et de défauts, comme elles n'étaient pas filtrées, elles arrivaient chez eux et ils passaient plus de temps à essayer de comprendre le cheminement qui avait amené à ce défaut et qui fréquemment n'en était pas, qu'à avoir des vrais dysfonctionnements et que ces vrais dysfonctionnements ensuite puissent être pris en compte par les équipes de développement. Voilà, c'est le revers de la médaille. Vous pouvez aussi faire appel à des prestataires qui vont être intégrés dans vos équipes. Donc là, pour le coup, on tombe dans le travers, je dirais, du classique, puisque j'ai été aussi en SS2I. Le problème, c'est que quand vous allez intégrer ces personnes, si vous ne mettez pas en œuvre un système pour au moins acquérir une partie de la compétence, quand ces personnes partent, et puis on sait que dans les sociétés de services, c'est normal aussi, il y a du turnover, et puis les missions, on ne reste pas 5 ans dans la même, enfin moins aujourd'hui qu'avant, vous avez perdu la compétence. Et donc, vous vous retrouvez démunis. Alors ensuite, aujourd'hui, c'est ce qui est de plus en plus d'activité, c'est de le faire en interne. Oui, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est facile. Hein. Bon, mettre en place un système de test automatisé, nous, on est une société d'édition de logiciels, on développe un outil qui permet de gérer un parc automobile, donc bon, c'est pas compliqué, quoi. Donc, on prend des licences ou on prend effectivement un logiciel en mode SaaS, on prend de l'open source, et puis chez nous, bon, on n'a pas vraiment de compétences et de capacités sur la qualité, mais c'est pas compliqué. Et puis, voilà, on prend les outils et on commence à mettre en œuvre le projet et on verra comment ça marche. Moi, j'en ai rarement vu qui aboutissaient proprement ou correctement. Tout simplement, ce n'est pas que les gens ne sont pas bons, c'est que, encore une fois, on en revient aux problématiques du projet. Si ce n'est pas vraiment structuré, c'est quasiment mission impossible. Alors ensuite, il y a le niveau 2. Il y a ceux qui, et fréquemment des éditeurs, je peux me tirer dessus, j'en suis un, oui, on va créer notre propre plateforme d'automatisation de tests. C'est facile, puisque nous, on est une société qui développons un outil de gestion de parc automobile. Donc, un outil de test, c'est super simple. Là où moi, il y a un truc que je ne comprends pas bien, dans la réflexion des entreprises qui veulent partir dans ce schéma-là, alors, où vous vous appelez AXA, et comme vous savez comme moi, ils ont 200 personnes qui ne font que le développement de leur plateforme interne. Mais nous, comme vous, on utilise un logiciel pour faire du CRM. Et on utilise un logiciel, effectivement, pour la partie RH. On le loue ou on l'achète. Ça ne me serait pas venu à l'idée d'aller développer mon logiciel de CRM. Et pourtant, dans les entreprises, il y a fréquemment cette conception qui consiste à dire nous, on est éditeur de logiciels, on développe une plateforme de gestion de parc automobile ou de RH, on va développer notre plateforme d'automatisation de tests. Je ne comprends pas. Ce n'est pas le cœur du métier de l'entreprise. Mais bon, il y en a qui le font, mais je pense que pour faire ça, il faut vraiment avoir les moyens de le faire. Puis le dernier cas, c'est être accompagné pour pouvoir le mettre en œuvre, parce que dans toutes les entreprises et à Eurocloud, il n'y a pas que des entreprises de 1000 personnes. Hein. Effectivement, il n'y a pas non plus les capacités, les compétences en interne pour pouvoir le faire. Donc, faire appel à des experts, être accompagné et pour ceux qui le souhaitent, aboutir à être autonome sur son projet d'automatisation. L'organisation, bon, aussi, c'est un peu du classique, mais je pense que ça vaut la peine de le rappeler. Donc, je ne parle pas là du sponsor, je parle de la personne qui va être référente pour conduire ce projet, pour coordonner ce projet, pour piloter ce projet. Et il faut lui laisser le temps et il faut lui dégager du temps pour le faire. J'insiste sur le temps. Là aussi, j'ai trop souvent vu dans les entreprises, bon, c'est Charline qui va le faire, elle fait déjà tout ça, et puis on va lui rajouter ça. Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Il faut faire en sorte qu'il y ait du temps pour faire ça. Alors, si vous décidez quand même de tout gérer en interne,
ça aussi, c'est en dessous de la ligne de flottaison. Vous savez, c'est comme l'iceberg. Vous avez 7/8 qui se trouvent en dessous de la ligne de flottaison. Il faut du matériel, il faut de l'infrastructure. Là aussi, on a vu fréquemment l'ordinateur dans un coin avec un téléphone branché. Et puis ça y est, on est parti dans notre projet d'automatisation. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Ou ça va péricliter. Ça peut pas perdurer comme ça. Il faut effectivement avoir la compétence, la capacité de maintenir les systèmes d'exploitation, de maintenir les versions de navigateur, de maintenir les versions de systèmes d'OS. Il y a du travail en back-office derrière. Hein. Alors là aussi, c'est multi-compétences. Ce n'est pas juste un automaticien dans un coin. Il faut aussi des gens, si on veut aller vers ça, qui soient capables de maintenir et de faire évoluer l'infrastructure de test. Puis, je dirais, c'est vraiment le b.a.-ba, mais c'est valable aussi pour un projet, je dirais, de test manuel. Il faut réfléchir et élaborer une stratégie et un plan de test avant de commencer à se lancer. Alors, les compétences pour réussir à obtenir son projet, effectivement. Bon, le quality assurance, bien sûr, c'est quand même la base. Quelqu'un qui va être là pour imaginer les parcours qui vont devoir être implémentés sur l'outil qui a été développé par les équipes. Donc, c'est à lui d'évaluer les tests et les scénarios pour valider les besoins qui ont été exprimés par l'équipe métier. Le technicien, encore une fois, si vous décidez de vouloir le faire en interne, quelqu'un qui va s'assurer que la plateforme technique fonctionne, ou si cette plateforme technique, vous la louez, puisque là aussi c'est possible, vous pouvez louer des VM, vous pouvez louer des téléphones et des smartphones chez des hébergeurs. Mais c'est pareil, ça ne se fait pas magiquement. Il faut aussi avoir un système de connectivité, il faut vérifier que ce système fonctionne, il faut avoir l'abonnement. Et puis, si vous prenez ce système, ce sont des machines et des téléphones et des smartphones qui sont mutualisés. Donc, vous ne pouvez pas y avoir accès quand vous en avez envie. Et moi qui ai été développeur, quand on met en place un processus de test, on ne va pas attendre 4 jours pour exécuter les tests parce que l'iPhone 12 n'est pas dispo sur le site mutualisé. Donc, il faut prendre en considération tout ça. Puis, l'automaticien, c'est lui qui, conjointement avec le QA, va développer et élaborer les tests fonctionnels. Alors, là aussi, on entend de plus en plus l'outillage no-code. On l'a mis en avant aussi sur notre plateforme, c'est vrai, mais c'est quand même un peu paradoxal que d'imaginer que des personnes, effectivement, puissent mettre en œuvre un système et un projet d'automatisation de test sans y intégrer, ou en interne ou en externe, un automaticien. Là, par exemple, on a la chance de collaborer avec une société où ils ont décidé que c'était l'équipe support, je répète, support client, donc les gens qui sont appelés quand on ne sait pas comment faire pour aller dans le logiciel, qui allaient faire les tests et qui allaient effectivement implémenter les scénarios. Bon, moi, je suis resté vraiment sur ma réserve. On a fait une phase de prototype, on a collaboré et ça fonctionne. Donc, ils n'ont pas d'automaticien, ils n'ont pas d'informaticien pur et dur. Et pourtant, ils réussissent effectivement à on les a accompagnés pour mettre en œuvre le patrimoine initial, mais aujourd'hui, ils le maintiennent, ils le gèrent et ils l'exécutent. Donc, ça fonctionne aussi. Donc, ça, c'est, suivant les contextes, c'est pas obligatoire, ça dépend de l'entreprise. Les échecs. Bon, 70% des projets informatiques sont encore en échec aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles ne respectent pas les 3 critères que sont le coût, l'adéquation avec les besoins et la tenue des délais. Donc, le premier, et là encore une fois, c'est du grand classique, hein, la résistance au changement, puisque dans les entreprises, quand on veut mettre en œuvre quelque chose de différent, on a la fameuse phrase qui tue, on a toujours fait comme ça. Bon, donc ça aussi, si vous l'avez dans vos entreprises, laissez tomber. Ne pas impliquer, motiver et laisser le temps à l'équipe, ça aussi, c'est quelque chose de fondamental. Ça paraît basique. Je reprends un exemple encore d'un éditeur avec lequel on a collaboré. Ils voulaient mettre en œuvre effectivement le projet d'automatisation de test. Ils ont fait appel à nous. Non, mais là, on va faire venir quelqu'un au mois de septembre, justement, qui va être dédié, le fameux référent pour
mettre en place ce projet d'automatisation. Très bien, souhaite. Christian, rappelez-moi en septembre. OK, pas de problème. Je reprends contact. Ah oui, mais là, le problème, c'est qu'au niveau du business, on est en train de développer une nouvelle fonctionnalité. Et puis, la personne, voilà, elle est venue, mais elle va renforcer notre équipe de dev. Et puis, comme ça, après, on pourra revenir. Bon, OK, c'est mort. Donc, ça ne marche pas. Donc, si il n'y a pas le temps qui est laissé pour le mettre en œuvre, il n'y a pas d'implication, il n'y a pas le sponsor, il n'y a pas tout ce que j'ai dit avant, ça ne marche pas, ne le faites pas. Alors là aussi, ne pas pratiquer par étapes. Ça aussi, c'est quelque chose qui me sidère, c'est qu'effectivement, il n'y avait rien avant et ils veulent que tout soit fait d'un coup. Non, on pratique step by step, on le fait vraiment de manière structurée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire première étape, on élabore un patrimoine de test avec les scénarios critiques que sont par exemple le tunnel d'achat, la connexion, la création de la fiche client, la création de la facture suivant vos domaines. On met en œuvre effectivement un panel de scénarios, on les implémente, on les automatise et puis ensuite on les enrichit. On fait ça étape par étape. Là aussi c'est incroyable. On arrive dans des situations où quasiment il n'y a rien qui est fait. On en est au test unitaire ou au test manuel. Et puis d'un coup, dans le projet d'automatisation, on veut tout automatiser, jusqu'au café qui arrive le matin automatiquement sur les machines, sur les ordinateurs des testeurs. Bon, je caricature, mais grosso modo, c'est ça. Non, on ne peut pas tout automatiser. C'est certain, ne serait-ce que des choses qui ne sont pas automatisables, comme la reconnaissance faciale, comme voilà, les tests des nouvelles fonctionnalités qui sont à prendre en compte, qui doivent d'abord être testés manuellement pour vérifier que ça répond aux besoins. Enfin, voilà. La gestion des données, ça aussi, c'est critique et c'est classique dans l'oubli du projet d'automatisation, mais vous allez me dire aussi qu'il soit automatisé ou pas. Ça veut dire quoi la gestion des données? Ça veut dire qu'effectivement, à chaque fois qu'on exécute un patrimoine de tests, pour pouvoir le réexécuter, si on veut vérifier que les anomalies ont bien été corrigées, il faut qu'on revienne au jeu de données d'origine. Une facture, quand on l'a générée une première fois, on ne va pas pouvoir la générer 25 fois. Elle est générée, point, c'est terminé. Donc, il faut prendre en considération ce point. Et puis, j'en ai parlé à maintes reprises, le fameux environnement de test, donc l'infrastructure et le matériel nécessaire pour tester. Alors, quand on a fait tout ça, on a mis en œuvre, on a automatisé, on l'a fait grandir étape par étape, on l'a enrichi. Il faut le faire évoluer. Comment on le fait évoluer? En intégrant les anomalies détectées par les utilisateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être le meilleur du monde, le zéro défaut, il n'existe pas. Donc, vous allez livrer, à un moment donné, des versions avec des défauts ou des anomalies. Ça va être remonté par le terrain. Vos équipes vont corriger le problème. Mais effectivement, quand ce problème va être corrigé et que vous aurez livré la nouvelle version, il est de bon ton d'intégrer le parcours qui a levé ce problème dans la future campagne de test, de manière à ce qu'on ne retombe pas dessus. Ça permet de faire vivre votre patrimoine de test, de faire vivre votre projet d'automatisation. Vous devez également réviser le patrimoine de test fréquemment. Alors, fréquemment, 2 fois par an, c'est déjà le minimum requis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, dans les normes ISTQB, vous avez le fameux syndrome du pesticide, qui veut dire quoi? Que si vous gardez le même patrimoine, inéluctablement, comme votre plateforme évolue, vous avez des nouvelles features, vous avez des nouvelles fonctionnalités. Si vous n'intégrez pas une partie des parcours dans vos prochaines campagnes de tests de régression, comme ce n'est pas couvert, vous allez vous trouver obligatoirement avec des anomalies ou des dysfonctionnements. Et là-dessus, je prendrai un exemple sur l'intégration des anomalies détectées. Dernièrement, j'ai fait comme vous, je regarde la télé, j'ai vu des émissions où il y avait une entreprise qui proposait, je tairai son nom, quelque chose d'innovant dans l'immobilier. Super. Donc, comme il passait à la télé, je me suis connecté, j'ai voulu créer mon compte et voir un peu comment tout ça marchait. Bien sûr, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, je n'ai même pas pu créer mon compte. J'ai pris contact auprès du dirigeant par LinkedIn, on a échangé, oui, c'est sympa, merci. Je lui ai envoyé des screenshots des bugs, puis je lui ai dit, c'est aussi une partie business, si vous voulez, on peut vous aider.
Il m'a répondu, merci beaucoup pour les screenshots, on va corriger, ok, j'envoie l'information à mon CTO et il prend contact avec vous. Bon, c'était il y a 3 mois. Et puis depuis, le bug, il est toujours là. Donc voilà, quand c'est pas fait comme il se doit, bah, ça ne peut pas marcher. Puis, justement, élargir la gamme de tests avec les tests de charge, les tests en continu. Bien sûr, il y en a pléthore d'autres. Hein. Il y a des experts aussi dans l'auditoire qui peuvent être complétés. Alors, hop, 32. Bon, je prends les 3 minutes restantes et puis après, comme ça, on peut poser les questions, Henri Michel, si tu es d'accord. Je pense que ça tient à peu près. Donc, rapidement, pour vous dire qui on est, donc je pense que vous vous en doutiez un peu, on est effectivement un éditeur de logiciels, on a développé une plateforme qui permet justement d'automatiser les tests, pas tous, mais une partie, une solution en mode SaaS. Donc en bas, vous avez la liste des entreprises certaines avec lesquelles effectivement on a des pérennités depuis très longtemps, comme par exemple Bouygues sur les tests de non-régression. On entame notre 10e année de collaboration, que ce soit sur les mobiles ou que ce soit sur le web, effectivement. Et puis, comme la qualité, c'est transversal, bah voilà, vous avez autant du Bon Coin, et je n'ai pas mis ici du Secours Populaire, enfin des entreprises et des associations aussi très disparates. Donc, qu'est-ce qu'on propose? Une plateforme qui permet de faire des tests de charge, d'automatiser les tests de charge, les tests de non-régression, les tests d'application mobile et partie monitoring. Donc, en fait, avec la même plateforme, vous avez une partie build qui vous permet de créer ces fameux parcours et ensuite, vous pouvez les utiliser pour les exécuter dans ces différentes typologies de tests. Bon, pour ma part, rapidement, Christian, comme je suis un peu âgé, voilà, j'ai commencé en 87, d'abord en SS2I pendant 15 ans où j'ai fait du développement, chef de projet et autres, et puis après, j'ai commencé à mal tourner du côté technico-commercial. Ensuite, j'ai travaillé 7 ans en ESN en tant que commercial à régie, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai pu aussi me rendre compte chez les sociétés pour lesquelles il y avait des collaborateurs qui intervenaient, comment étaient gérés les projets dans ces entreprises et comment était gérée la partie qualité. Et fort de ces 22 ans d'expérience, voilà, j'ai cofondé avec deux associés Netcare qui permet justement d'avoir un outil en mode SaaS qui permet l'automatisation des tests. Pour aller un peu plus loin, si, comme je l'espère, ce que je vous ai dit vous a intéressé, ce n'était pas trop fastidieux ou inintéressant, on a aussi sur notre site un livre blanc, hein, sans prétention, voilà, sur les clés pour réussir l'automatisation de vos tests. Donc, le sommaire est différent de ce que je vous ai évoqué ici. Il apparaît là, hein, vous avez les quelques éléments du sommaire. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur ce lien. Henri Michel mettra à disposition, si je ne dis pas de bêtises, pour ceux qui le veulent, le support, et puis vous aurez ce lien. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vois que sur le chat, il y a une question qui t'est posée. Peut-être d'autres vont être données oralement, mais je peux la lire. Est-ce que les entreprises ne se lancent dans le développement d'une plateforme de test spécifique avec des briques open source parce que les solutions provinciales sont très chères, les petites pas chères ayant disparu? Quick Test, par exemple, point d'interrogation. Voilà. Alors, déjà, c'est qui le monsieur ou la dame qui a posé la question? Alors, Emmanuel Lartigue. Emmanuel. Monsieur. Emmanuel, il est là. Emmanuel, bon, alors, très bonne question. Et en l'occurrence, Emmanuel, c'est très sympa de poser cette question parce que si vous cherchez une plateforme d'automatisation de tests qui fonctionne et qui n'est pas chère, bon là, je fais un peu de commercial quand même, un peu de pub, hein, non, je rigole. Mais voilà, on est capable de proposer ce type de solution. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit, moi, je ne suis pas certain que ce soit principalement dû à ça. Moi, je pense plus que, avec, encore une fois, hein, le retour d'expérience, hein, donc ça vaut ce que ça vaut. Je pencherai plus sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que les entreprises pensent que, effectivement, plus souvent, c'est simple.
qu'on ne veut pas y mettre même le coût d'une location de logiciel à 500 € par mois pour pouvoir avoir une plateforme qui marche. Et on prend de l'open source qu'on va imbriquer, comme vous avez dit, et avec un chef de projet et voilà, 2 alternants et on commence le projet. Moi, dans la majeure partie des cas, c'est ce que j'ai vu. C'est-à-dire, je prends un exemple encore concret, là, le dernier en date. Voilà, un éditeur, Stéphane, c'est le QA, il veut absolument bosser avec nous. La solution qu'on lui propose pour avoir une sandbox de test, elle coûte 500 € par mois. Voilà, donc déjà, comme ça, je vous donne le montant. Eh bien, il est en négociation avec son responsable qui lui a dit écoute, avant qu'on la prenne, je voudrais que tu essayes de prendre Selenium tout seul et puis tu vois si tu ne peux pas faire la même chose avec Selenium. En fait, bien sûr qu'il peut faire la même chose parce que nous, la plateforme, on n'a mis que 40 Anéum à le développer. Donc, bien sûr qu'en prenant Selenium tout seul, il va réussir à faire pareil. Vous voyez ? Et le problème, c'est ça, en fait. C'est la vision qu'ont certains responsables et décideurs sur la difficulté nécessaire à mettre en œuvre une plateforme d'automatisation. Voilà ce que j'en pense. Merci. Merci pour votre réponse. C'est clair. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais voilà. Ah, ça reste 500 € par mois. Voilà, mais bon, il faut pouvoir le justifier. C'est clair. Mais vous voyez, c'est ça qui est paradoxal. Parce que quand vous dites ça reste 500 € par mois, quand on voit l'impact qu'a une mise en production avec des anomalies ou des dysfonctionnements, quand on voit que dans les entreprises, je ne sais pas dans quelle entreprise vous êtes, mais je suppose qu'il y a des abonnements ou il y a des locations de téléphone pour téléphoner pour les commerciaux, il y a des locations de logiciels RH, il y a des locations de logiciels CRM. Tout ça, ça ne pose pas de problème à la direction. On les loue, on ne va pas redévelopper un CRM, on va pas… Donc ça, on paye 500, 800, 1000, 1200 et il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il s'agit effectivement de mettre à disposition de l'outillage pour faire des tests, tout de suite, c'est trop cher. Voilà. Et c'est comme ça que c'est perçu. Et c'est pour ça, Emmanuel, que si votre direction, à moins que vous soyez le patron, je ne sais pas, mais a cette perception, ne le faites pas. J'ai Jean-Baptiste Comte qui a levé la main. Est-ce que Jean-Baptiste, vous avez une question à nous poser ? Oui, bonjour, merci pour me donner la parole. Alors, j'ai une question et une remarque. Je vais commencer par la question. Donner un peu de contexte, on est une entreprise qui produit une solution SaaS dans le domaine des RH et on est à l'aube justement de créer ce grand sujet qui est l'automatisation des tests. On a déjà un peu de QA en place et on fait rentrer un dev, un QA engineer pour automatiser tout ça. Aujourd'hui, selon vous, quel est le ratio en termes de taille d'une équipe QA versus des squads de développeurs? Aujourd'hui, on a une vingtaine de développeurs. Quelle est la taille d'une équipe QA et la distribution de rôles vis-à-vis de la force de développement qu'on a et qui produit toute la journée? En général, ce qu'on voit chez nos clients, c'est entre 4 et 6, quoi. Grosso modo, un QA pour l'ordre de grandeur, entre 4 et 6 développeurs, mettre en face un QA. Donc, si vous avez une vingtaine de personnes, le ticket d'entrée, c'est quand même 3 QA pour que ça soit suffisant. 4, vous êtes bien et 5, vous êtes hyper confort. Là, c'est l'ordre de grandeur. Encore une fois, c'est le retour d'expérience de ce qu'on peut avoir chez les clients. Et vous voyez là, Jean-Baptiste, alors, à moi de vous poser une question, vous allez me faire une remarque après, mais moi, je vais vous poser la question. Pourquoi, qui prône le fait que vous êtes CTO dans la boîte ou je ne sais pas, je ne vois pas votre fonction? Oui, alors je suis accompagné de Christophe, qui est présent aussi dans le webinaire, qui est le Head of QA chez nous. Okay. Moi, je suis CTO et donc décideur. Donc, je rentre dans le contexte que vous donniez tout à l'heure et on porte avec Christophe le projet vis-à-vis de la direction qui nous donne carte blanche. Je me permets de rebondir du coup et qui peut répondre à une question d'Emmanuel tout à l'heure, c'est que
l'impact de la QA est exponentiel en termes vous parliez de chiffre d'affaires tout à l'heure. Nous, on le voit sur notamment le retour de la satisfaction client. On mesure ça avec un NPS. Et globalement, nous, on est très regardé. Alors, on est plus dans le domaine startup, et ce qui va me donner un petit tremplin pour ma remarque d'après. Globalement, on a un indicateur qui est extrêmement suivi, qui est le churn, donc commercialement, le nombre de clients qui nous quittent versus le nombre de clients qui nous rejoignent. Et on voit une amélioration assez exponentielle, et encore, on n'a pas automatisé, du churn qui descend, et donc, quelque part, un chiffre d'affaires qui monte. Donc, tout est lié, quoi. J'adhère 1000 fois, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le fait d'augmenter. Et là, Jean-Baptiste, je vais vous titiller un peu, mais vous, en tant que CTO, parce que nous aussi, j'ai mon associé qui est CTO, vous avez cherché dans les solutions que j'ai proposées, bon, je pense que vous les connaissiez, mais vous avez cherché quand même à une solution en vous équipant et en étant, je dirais, accompagné pour pouvoir mettre en œuvre le projet, ou vous vous êtes dit tout de suite par défaut, OK, c'est bon, on va le faire nous, on va prendre 3 outils open source, on va prendre un QA lead et puis on y va. Alors, c'est un peu hybride. On a pas mal d'expériences passées, on va dire, dans d'autres entreprises qui nous ont réussi, donc qui nous permettent aussi d'avoir des éléments forts et des outils qu'on maîtrise déjà. Donc, globalement, on apporte tous notre pierre à l'édifice. Donc, c'est pour ça qu'on y va, entre guillemets, tout seul. Mais on a une expérience passée dans d'autres boîtes qui nous ont permis de valider le fait que ça fonctionne. Nous, on va se baser, en tout cas, sur toute une galaxie d'outillage open source, effectivement. Voilà. Mais par contre, vous voyez, c'est là où c'est paradoxal. Parce que vous proposez un logiciel RH, tout à l'heure j'ai donné le mot RH au hasard, mais c'est les outils qui sont le plus largement répandus. Dans les entreprises, ça ne viendrait pas l'idée de développer un logiciel RH. On prend des solutions comme la vôtre. Mais à contrario, vous, effectivement, le fait de dire on va prendre une solution qui permet d'automatiser nos tests, non. Là, on va le faire nous-mêmes. Alors, je vais juste une petite remarque là-dessus, c'est que, alors je peux citer des noms d'outils, mais aujourd'hui, on est parti sur Cypress, pour ne pas le citer, et ça vient en fait dans notre brique de CI/CD qui est déjà bien en place. C'est une brique parmi notre paradigme DevOps. Donc, globalement, ça vient dans notre process de déploiement et de développement continu. C'est une brique qui nous manquait. Et là, pour le coup, alors, moi, je ne connaissais pas votre solution et on pourra s'en parler peut-être après avec plaisir. Pour le côté test de charge, qui va être aussi un autre sujet pour nous. Mais globalement, on ne va pas non plus sortir, je suis désolé du terme, mais un char d'assaut pour tuer une taupe. Globalement, c'était la brique qui nous manquait. Ça correspond totalement à notre stratégie de test de non-régression et de test end-to-end, de test fonctionnel. Donc, globalement, ça répond à 99,9% aux besoins. On ne va pas redévelopper, on va déclarer nos scénarios, enfin nos organes vitaux, notre application, en écrivant des tests et en les automatisant sur nos déploiements. Et derrière, puisque Cypress, ce n'est pas magique, vous allez mettre en œuvre l'infrastructure qui va permettre d'exécuter les tests, vous allez maintenir les systèmes d'exploitation, vous allez maintenir les versions de navigateur, vous allez maintenir tout ça. Voilà. Tout à fait. Après, très objectivement, et du coup, je me permets de basculer sur la remarque. Allez-y. Malheureusement, on est dans le cas des entreprises qui déploient une fois par jour. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que ce n'est pas un problème d'organisation. Bien au contraire, en fait, c'est une vraie approche que vous connaissez certainement, mais voilà, DevOps, CI/CD. Et globalement, on déploie quotidiennement des hotfix. On a plusieurs squads qui développent des briques fonctionnelles différentes à destination des recruteurs, des candidats, mais je ne vais pas faire la pub de notre boîte ici. Et globalement, on a tellement de briques fonctionnelles en enrichissant notre produit qu'on se doit de déployer et nos hotfix et nos features quotidiennement. C'est là où je ne suis pas d'accord, ce n'est pas un manque d'organisation, c'est
un concept actuel de DevOps, c'est CI/CD. C'était la remarque, quitte à paraître désagréable, mais… Ah non, mais Jean-Baptiste, avec plaisir, on a le droit de ne pas être d'accord. En ce moment, d'ailleurs, c'est le maître mot de la part de ce qui se passe politiquement. Mais moi, ça me laisse pantois, quoi. C'est tout. Fixe, j'entends. Effectivement, feature avec des nouvelles fonctionnalités quotidiennes. Après, vous avez parlé de certains clients. Donc, si effectivement, c'est de la customisation pour certains clients, là, c'est un autre sujet. On ne parle pas de la même chose. Attention. Oui, bien sûr. Mais c'est peut-être là où nous, on est plus on va dire, dans une approche start-up-esque de la chose. Mais globalement, on a un delivery rate qui est important. On part sur du MVP en fait, pour sortir nos features. Okay. On prend les retours clients et on est sur de la pseudo-agilité, en fait, où globalement, on fait du test and learn continu et une feature qui va sortir dans une version 1. Si on a un retour client… on va dire au bout d'une semaine, et qu'on a plusieurs retours clients sur le même sujet au bout d'une semaine, en fait, on co-construit nos features avec nos clients. On a compris que le côté NSP, le côté satisfaction client et faire participer nos clients, et ils adorent ça, d'ailleurs, à garder en tête, à la co-construction de notre outil. Et de notre Bien sûr. C'est hyper engageant, c'est comme ça qu'on les garde aussi, accessoirement, et globalement, les features évoluent quotidiennement. Alors, on a la chance d'avoir des squads de dev assez importantes et avec une productivité assez hors norme, mais globalement, on a cette approche-là de test and learn quotidien. Très bien. Voilà. Après, c'est une démarche, quoi. Oui, bien sûr, mais après, ça s'adapte aussi. Mais bon, start-up avec déjà 20 personnes au niveau du dev, vous existez, c'est quand même pas mal là-haut. Alors, on est une start-up qui a 20 ans, donc je vous mens un peu, mais… comme nous, on a une start-up qui a 10 ans avec des vieux à la tête. Enfin, je ne parle pas pour vous, je parle pour moi. Mais voilà, ok. Voilà. Okay. Non, mais on a cette approche justement très actuelle, en fait, de test and learn. D'accord. Henri Michel, peut-être d'autres précisions, questions, je ne sais pas s'il y a des… Alors, j'ai vu qu'il y a 2 participants qui viennent. Stéphane a levé la main. Est-ce que Stéphane veut parler? Oui, vous m'entendez? On vous entend. Oui. Stéphane. Ok, super. Alors voilà, Stéphane, Société Eurecia. J'ai une question à vous poser concernant… donc, on a parlé de la nécessité d'avoir une gestion de projet pertinente pour l'automatisation de tests. Et je voudrais savoir quels sont les indicateurs pertinents qui permettraient de suivre justement ce fameux projet, de suivre l'avancement de ce fameux projet. Là, pour le coup, je dirais des indicateurs qu'on peut retrouver dans la gestion de tous les projets, à savoir, dans le cadre d'un projet d'automatisation de tests, je ne sais pas si aujourd'hui, chez Eurecia, vous faites déjà des tests, je pense, et après, je vous ferai une remarque aussi, mais ça va être justement le ratio du patrimoine de tests qui va pouvoir être construit et conçu au fur et à mesure de l'évolution du projet, et quelles sont les exécutions automatisées qui vont pouvoir être implémentées de mois en mois ou de semaine en semaine. En fait, les bons indicateurs, ça va être d'abord la volumétrie ou la couverture du logiciel qui va être réussi avec l'automatisation des tests, donc avec des scénarios qui vont s'exécuter automatiquement. Ça, c'est déjà les métriques pour la construction du projet d'automatisation. Et le deuxième métrique, et tout à l'heure, c'est ce que disait Jean-Baptiste, oui, c'était ça, Jean-Baptiste? Oui, Jean-Baptiste, c'est les retours clients que vous allez avoir. C'est-à-dire, si aujourd'hui, vous avez effectivement à chaque MEP en moyenne 25 retours sur des anomalies, des dysfonctionnements et des erreurs, et si, lorsque vous mettez votre projet d'automatisation, au bout de 2 mois, vous n'en avez plus que 20, et puis au bout de 6 mois, vous n'en avez plus que 5, voilà, les critères, ils sont là. Donc, si vous voulez, il y a 2 parties. Il y a d'une partie toute la construction des parcours et de l'automatisation et de l'exécution des tests, et de l'autre côté, la qualité et la satisfaction client. Ok. Voilà. Et vous voyez, Stéphane, ce qui est paradoxal, et vous direz bonjour à Pascal de ma part, Pascal Grimaud qui est votre patron, c'est que nous, Club Netcare, on loue Eurecia pour utiliser Eurecia dans notre entreprise pour tout ce qui est effectivement suivi et tous les outils, répartition du temps de travail. Je fais un peu de pub pour Eurecia.
qui fonctionne très bien, qui est un logiciel français et qu'on loue depuis plusieurs années. Et à contrario, paradoxalement, là, Stéphane, effectivement, chez Eurecia, je pense que comme Jean-Baptiste, le projet d'automatisation, vous allez le faire avec des outils open source et puis avec des développeurs chez vous et vous allez monter la solution en interne. Alors, côté automatisation, on a déjà quelque chose qui tourne. Avec quel outil de mise en place, en utilisant Selenium, entre autres. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est de l'open source. Ouais, c'est très bien, mais nous aussi, hein, la plateforme, elle est basée sur Selenium. Mais je vais appeler Pascal, puis je vais lui dire que s'il veut gagner du temps et de l'argent, il pourrait utiliser notre plateforme qui viendrait se plugger sur tout ce que vous avez fait. Ça serait pas mal quand même. Bon, pour la petite histoire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Ou on a terminé? Il est 12h52. Pas d'autres questions? Bon. Non. Comme le disait Christian, j'enverrai à ceux qui le souhaitent la présentation qu'il nous a faite avec brio. Et puis, il y aura les coordonnées, bien sûr, de Christian et de l'entreprise CloudNet Care. Et je vous remercie beaucoup. Il est certain que d'ici quelques mois, on reparlera d'un sujet un peu différent avec Christian. Donc, vous serez informés d'autres webinars que prochainement Eurocloud organisera. Merci beaucoup, Christian. Merci à tous et bonne fin de semaine à tout le monde. Bon, j'espère que ça vous a été utile et intéressant. Et puis, comme disait Henri Michel, si Eurocloud veut bien, Jean-Baptiste, vous en avez parlé tout à l'heure, je peux aussi organiser un webinar, enfin, je peux. Eurocloud peut organiser un webinar où je pourrais évoquer justement comment mettre en œuvre une campagne de test de charge. Là aussi, il y a un sujet à intérêt. Je suis très preneur pour ma part. Jean-Baptiste, on peut aussi le faire avant le webinaire. Hein. Si vous avez mes coordonnées, si vous voulez qu'on échange sur ce sujet, effectivement, et si vous avez ce besoin, ce sera avec plaisir. Et puis Stéphane, je vais appeler Pascal pour dites-lui, il y a Christian Sayek de CloudNet Care, là, je ne sais pas, il a dit qu'il fallait te passer le bonjour. Voilà. Ok. Merci à tous. Merci, au revoir. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Merci, au revoir.